Bienvenue dans IT In Situ. Ici, nous explorons les coulisses invisibles des organisations, des équipes et de l'esprit humain. Dans chaque épisode, on décrypte les dynamiques qui façonnent nos décisions, nos conflits, nos succès et parfois nos échecs. Bonne écoute. Bienvenue dans notre nouvelle exploration. Vous savez, cette impression qu'on a tous, surtout au travail, de devoir, présenter un certain visage, d'endosser un rôle pour s'intégrer, être accepté. Ce n'est pas forcément un mensonge, c'est plutôt comme un outil, une sorte de tenue pro psychologique si on veut. C'est exactement ça. Et ce masque social, la psychologie lui donne un nom précis, la persona. La persona, oui. C'est notre interface avec l'extérieur. Un filtre nécessaire entre, disons, notre monde intérieur, parfois un peu brut, et puis le monde social avec ses codes, ses attentes. Un mécanisme d'adaptation donc, essentiel, mais j'imagine qu'il y a des revers. Tout à fait. Et c'est là que ça devient important, notamment pour le bien-être au travail. Le risque principal, c'est de finir par se confondre complètement avec ce masque. Ah oui. D'oublier qui on est vraiment, derrière le rôle qu'on joue jour après jour. C'est un peu effrayant dit comme ça. Ça peut l'être si on n'y prend pas garde. Alors aujourd'hui justement, on va plonger là-dedans. Comment fonctionne cette persona spécifiquement dans le monde pro? Comment elle varie? Quels sont ses avantages bien sûr, mais aussi ses pièges? On va essayer de décortiquer tout ça en s'appuyant sur différentes analyses psychologiques pour mieux comprendre comment naviguer avec cet outil. C'est une excellente idée. Reprenons la base si vous voulez bien. La persona, c'est donc ce personnage social qu'on se construit pour être reconnu, intégré, pour coller au code de l'entreprise par exemple. Exactement. C'est l'image publique qu'on choisit, consciemment ou pas d'ailleurs, de projeter. Mais ce n'est pas juste une façade, vous disiez. Non, vraiment pas. C'est une fonction psychologique essentielle, une fonction adaptative. Elle agit comme une membrane en quelque sorte. Une membrane. Oui, une membrane protectrice. Elle sélectionne ce qui, dans notre personnalité, est montrable dans un contexte donné. Et surtout, elle protège notre intimité, nos vulnérabilités, ce qui pourrait nous fragiliser face au jugement social. D'accord. On peut vraiment voir ça comme un compromis nécessaire entre l'individu et le collectif. Sa valeur psychologique, elle est là. Elle nous aide à canaliser nos énergies internes, parfois un peu bouillonnantes, on va dire, vers des formes acceptables socialement. Elle structure notre personnalité consciente, en fait. C'est ça. Et elle se forme très tôt, dès l'enfance, sous l'influence de ce qu'on attend de nous. Les parents, l'école, la culture. Il y a une analogie qu'il a décrit comme un organe de relation. C'est intéressant, ça. Oui, c'est une belle image. Une interface pour interagir avec le monde sans être constamment à vif, quoi. C'est clair. Ça va bien au-delà de la simple politesse. Et justement, au travail, ce moi professionnel, comment ça se traduit? On veut inspirer confiance, montrer qu'on est compétent, fiable? Tout à fait. C'est là qu'elle prend une importance particulière. Et les enjeux sont doubles. D'un côté, une persona bien ajustée, c'est un atout majeur. Ça facilite tout. Les interactions, la collaboration, atteindre les objectifs. Logique. Mais de l'autre, le vrai risque, c'est la suridentification. Quand l'écart devient trop grand entre l'image qu'on projette, lisse, compétente, toujours en contrôle, et ce qu'on ressent à l'intérieur, les doutes, la fatigue, les émotions moins professionnelles... Là, ça coince. Exactement. Une tension psychique considérable s'installe. Ça peut mener à un sentiment d'inauthenticité, une fatigue chronique. Si la persona devient trop rigide, ce n'est plus un outil, c'est une carapace, une prison. Une carapace, oui, c'est parlant. L'objectif, donc, ce n'est surtout pas de la rejeter. Ce serait réaliste et même contre-productif. Non, l'objectif, c'est d'en garder la maîtrise. Savoir jouer son rôle sans devenir le rôle, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est tout l'art. Trouver cet équilibre subtil entre l'adaptation sociale et la fidélité à soi. C'est fondamental pour être bien au travail et pour sa santé psychologique, tout simplement. D'accord, cet équilibre est la clé. Mais j'imagine que ce masque, cette persona, ne se manifeste pas pareil pour tout le monde. Les pressions, les attentes, elles varient, non? Par exemple, est-ce que le genre ou la position hiérarchique, ça change la donne? Explorons un peu ça. Ah oui, c'est un point crucial. Parce que les attentes sociales, les structures de pouvoir, ça façonne activement nos personas. C'est indéniable. Prenez le genre. Culturellement, on observe souvent que la persona professionnelle masculine est, modelée par des attentes d'autorité,
de rationalité, de contrôle émotionnel, de compétition aussi. Les stéréotypes classiques, en somme. Voilà, le masque tend à être plus affirmé, plus directif, parfois un peu distant pour coller à ça. Le risque associé c'est une possible déconnexion de sa propre sensibilité, une difficulté à montrer le doute, la vulnérabilité, sans avoir peur de paraître faible. Et pour les femmes? Pour les femmes, la persona pro intègre souvent des qualités dites plus relationnelles, l'empathie, l'écoute, la collaboration, parce que les stéréotypes sociaux, là aussi, sont tenaces. D'accord. Et s'ajoute souvent une pression forte pour concilier, une certaine douceur attendue, et en même temps l'affirmation nécessaire pour être prise au sérieux. Le grand écart permanent. Un peu, oui. Le masque peut alors tendre vers une sorte de perfectionnisme, une maîtrise émotionnelle constante, l'image de celle qui gère tout sans jamais faillir. Le danger, ici, c'est une exigence interne énorme qui peut mener à un épuisement silencieux, masqué derrière cette façade de compétences parfaites. Épuisement silencieux, c'est fort. Oui. Dans les deux cas, on voit bien comment la persona, qui est un outil d'adaptation à la base, peut aussi nous enfermer dans des rôles qui coûtent cher psychiquement. C'est très clair. Et la hiérarchie alors? Un manager, un collaborateur? Les personas sont forcément différentes? Ah oui, absolument. Le rôle détermine en grande partie la forme que prend la persona. Pour un manager ou une manageuse d'ailleurs, elle doit souvent incarner le leadership. C'est-à-dire? Confiance, capacité à décider, à rassurer, à fixer un cap. Le masque, c'est celui de l'assurance, parfois de la fermeté, du contrôle de la situation. Et c'est fonctionnel, ça permet de motiver, de guider, de prendre des décisions parfois difficiles. Ça inspire confiance, ça protège l'équipe aussi, j'imagine. Exactement. La force de cette persona managériale, c'est ça. Stabiliser, absorber une partie de la pression. Mais... Il y a un mais. Toujours. Si ce masque devient impénétrable, le risque, c'est l'isolement. Le mandataire peut se retrouver piégé dans son image de leader infaillible, coupé de ses propres ressentis et rendant les relations avec l'équipe plus distantes, voire mécaniques. Difficile de créer du lien dans ces conditions. Voilà. La difficulté, c'est de savoir quand laisser tomber un peu le masque. Montrer une part d'humanité, c'est essentiel pour une vraie connexion. Imaginez un manager qui n'admet jamais une erreur, une incertitude. Ça crée une distance énorme. Je vois très bien. Et à l'inverse, pour le collaborateur lambda, sans équipe à gérer, quelle forme prend sa persona? Pour le collaborateur, sans fonction de management direct, la persona est souvent plus orientée vers la conformité, la coopération, la fiabilité. Pour bien s'intégrer, éviter les vagues? C'est ça. Elle sert d'interface pour naviguer les relations avec les chefs, les collègues, pour faire partie du groupe, éviter les conflits, les jugements négatifs. C'est le masque de l'écoute, de l'adaptabilité, de la personne sur qui on peut compter. C'est très utile pour être apprécié, pour progresser. Mais là aussi, il y a un piège. Oui, un piège similaire dans le fond, mais qui se manifeste différemment. C'est le risque de déconnexion intérieure, de se sentir vidé. Vidé. Comment ça? À force de toujours montrer le visage attendu, souriant, disponible, performant, on peut finir par avoir l'impression de jouer un rôle en permanence, d'être absent de sa propre vie pro. Extérieurement, tout roule, la performance est là, mais à l'intérieur, le sens, l'engagement, tout ça s'étiole. Comme un automate un peu. Exactement. Pensez à quelqu'un qui excelle, mais se sent complètement détaché. Retrouver une motivation, ça passe alors par une réconciliation entre ce rôle et ses aspirations plus profondes. Là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'on voit que ce n'est pas juste masque ou pas masque. Il y a toute une palette, une question d'intensité, de rigidité. On pourrait imaginer un spectre, en fait, d'une persona très légère à une autre très marquée, avec un idéal d'équilibre quelque part. Tout à fait. On peut schématiser ça comme un spectre. Commençons par un extrême, la persona faible, ou peu développée. Ok. Avantage, inconvénient. Sa force principale, c'est une plus grande authenticité perçue. Ça peut favoriser des relations de travail plus sincères, plus directes. Mais... Le mais. Dans un environnement pro très codifié, les faiblesses sont claires. Difficulté d'adaptation, risque de heurt, d'incompréhension. Une image moins maîtrisée qui peut nuire à la crédibilité, aux opportunités. D'accord. Et à l'autre bout du spectre, la persona forte. Voilà. La persona forte, très développée, très contrôlée. Ses atouts sont évidents. Excellente adaptation sociale, maîtrise de l'image projetée, ça facilite l'intégration, la reconnaissance, la négo, on inspire confiance, professionnalisme. Le profil idéal, en apparence, non. En apparence, oui, mais le revers de la médaille, c'est le risque élevé de déconnexion avec son soi profond. Ce décalage constant entre ce qu'on montre et ce qu'on est
Ça génère un sentiment de fausseté, un stress chronique. C'est l'effort permanent pour maintenir le masque. Et ça use. Énormément. C'est un terrain fertile pour l'épuisement psychique, le burn-out. Et ça rend difficile de créer des liens authentiques. Les relations restent souvent superficielles. Logique. Donc l'idéal, c'est entre les deux. La persona équilibrée. Exactement. La persona équilibrée, c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Ses forces assumées. Elle permet une adaptation efficace aux exigences du travail, tout en restant fidèle à ses valeurs, à ses ressentis essentiels. C'est cette capacité à naviguer le social sans se perdre soi-même. Et ça doit faire du bien. Ça favorise un meilleur équilibre psychologique, ça réduit le stress, ça permet des relations plus riches, plus authentiques. La faiblesse, si on peut dire, c'est que cet équilibre n'est pas donné. Ah, Non, il demande une bonne conscience de soi, une vigilance constante, un travail d'ajustement permanent, surtout dans des environnements très exigeants ou ambigus. Ce qui est sûr, c'est que les deux extrêmes, trop peu ou trop de masques, présentent des risques importants, pour la carrière mais aussi pour la santé mentale. d'accord. Cet équilibre est donc un ajustement constant, un travail sur soi. Mais allons encore un peu plus loin. Que se passe-t-il sous la surface ? Quand on développe une persona très forte, très lisse, comment ça impacte notre dynamique interne, les parts de nous qu'on ne montre pas ? Ah, là on touche au cœur de la mécanique psychique. Certaines approches en psychologie notamment suggèrent que la persona est indissociable de ce qu'on appelle parfois notre côté ombre, notre part cachée. L'ombre. Oui. L'idée est assez simple en fait. Tout ce qu'on choisit de mettre en lumière avec notre persona, la compétence, le calme, la rationalité, peu importe, a son pendant refoulé dans l'ombre. Peut-être l'insécurité, l'impulsivité, une sensibilité qu'on juge excessive. Ce qu'on ne veut pas montrer. Exactement. Et plus la persona est idéalisée, parfaite, rigide, plus cette part d'ombre s'accumule dans l'inconscient. Il y a une image qui dit « là où la lumière est la plus vive, l'ombre est la plus dense ». C'est puissant comme image. Oui. Et cette tension entre le montrer et le cacher, elle n'est pas forcément négative en soi. Ça peut être un moteur pour la conscience de soi. Mais si on ignore cette ombre, si on refuse de la reconnaître, ça peut conduire à des projections sur les autres ou à des retours de bâton inattendus. Comme des crises de colère soudaines, Ou des doutes qui paralysent. par exemple, oui. Et il y a autre chose. Une persona trop unilatérale peut nous couper d'autres ressources intérieures importantes. C'est-à-dire, prenons un masque professionnel, excessivement rationnel, contrôlant. Il risque d'étouffer notre capacité à l'intuition, à la créativité, à l'empathie profonde. Inversement, une persona trop axée sur le relationnel, sur l'évitement du conflit, pourrait masquer une difficulté à s'affirmer, à poser des limites claires. Le masque nous protège, mais peut aussi nous appauvrir en fait. C'est ça le risque, qu'il nous coupe de certaines de nos potentialités. Et ça crée une dissonance interne, un décalage entre l'image publique et le vécu intime, qui peut être source de souffrance. C'est fascinant de voir cette interaction. Alors concrètement, comment on fait pour gérer cette persona de façon plus saine, plus équilibrée au quotidien ? Si on ne peut pas s'en passer, comment mieux vivre avec ? La clé, je pense, elle est moins dans l'action immédiate que dans la conscience. Le but premier, ce n'est pas de rejeter la persona. Elle reste un outil social précieux, il faut le redire. D'accord ? Le but, c'est d'en devenir pleinement conscient. C'est-à-dire reconnaître le masque qu'on porte. Comprendre pourquoi on l'adopte dans telle ou telle situation, est-ce par choix, par habitude, par peur, et surtout, ne pas se confondre avec lui. La différence entre jouer un rôle et être ce rôle ? C'est radicalement différent, oui. Savoir qu'on joue un rôle change tout. Cette prise de conscience est souvent vue comme une étape majeure du développement personnel, de ce que certains appellent un processus d'individuation. L'individuation, c'est-à-dire ? En gros, c'est cette quête d'une plus grande cohérence, d'une plus grande totalité psychique. Et dans ce cadre, la persona est vue comme un seuil, une interface qu'il faut apprendre à connaître, à utiliser avec discernement, et parfois, oui, à traverser pour accéder à des parts plus profondes de soi. Donc apprendre à la porter avec plus de souplesse ? Exactement. Avec souplesse, l'ajuster selon les contextes, savoir l'alléger, l'humaniser, en laissant transparaître, quand c'est juste, un peu de notre authenticité. C'est un équilibre dynamique en fait. Une danse constante entre l'adaptation nécessaire au monde extérieur et la fidélité à son monde intérieur. C'est ça le vrai gage de santé psychologique sur le long terme. C'est ce qui permet d'éviter l'épuisement pro, le fameux burn-out. Parce que maintenir une façade trop rigide, trop éloignée de soi, ça coûte une énergie folle. Exactement. C'est épuisant. Donc si on résume, la persona, c'est ce visage social,
cet outil indispensable pour naviguer au travail. Mais attention, elle peut devenir une prison dorée si on s'identifie sans recul. C'est bien résumé. L'enjeu fondamental, c'est de l'utiliser consciemment, de trouver son propre équilibre entre s'adapter aux attentes et rester fidèle à soi-même. Un peu comme un vêtement utile qu'on choisit de porter pour certaines occasions, mais qu'on sait aussi enlever pour être plus à l'aise, pour respirer. Ça invite chacun, chacune à observer sa propre façon de porter sa persona au travail, j'imagine. Tout à fait. L'intégration réussie de la persona, c'est ça. Accepter d'être à la fois l'acteur qui interprète un rôle social et l'être humain complexe, nuancé qui est derrière ce rôle. Et cet équilibre n'est jamais statique, hein. C'est un processus continu d'ajustement, de conscience, de choix. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question à laisser mûrir. Dans ce monde professionnel qui semble valoriser toujours plus l'image, la performance visible, la maîtrise de soi apparente, comment on peut faire, chacun à son niveau, pour cultiver activement des espaces, même petits, même juste intérieurs, pour laisser vivre son authenticité sans pour autant saboter son rôle social ? Quelle forme ça pourrait prendre une persona qui intégrerait consciemment et peut-être même stratégiquement une part choisie de vulnérabilité ? Ou de singularité. Voilà, une question à méditer. Merci d'avoir écouté. Je suis Olivier Chambellan, producteur du podcast IT In-Situ. Si cet épisode a résonné en vous, merci de le partager. Retrouvons-nous sur X, Instagram et LinkedIn. À bientôt.